Baylor est un musée encore jeune, 20 ans, mais qui a une histoire assez spéciale parce que c'est l'initiative d'un couple de collectionneurs balois, local, Ernst et Hildi Baylor, qui ont demandé à Renzo Piano de créer dans ce parc un musée d'après leurs idées comment il faut présenter l'art. Et puis ils ont pas seulement fait une donation du bâtiment, mais aussi de leur collection, qui est très très connue. Et puis ils ont mis un capital pour qu'on puisse créer un vrai musée. Cette fondation Baylor est devenue dans les 20 ans le musée d'art le plus visité du pays. Et il a même plus que 6 millions de visiteurs. Mais bien qu'elle est devenue une institution, un vrai musée, et elle a gardé cet esprit qui venait des fondateurs, que c'est un musée qui met l'expérience personnelle le rapport personnel entre le visiteur et l'œuvre d'art au centre de tout. Et puis c'est un musée qui a aussi une programmation qui est très internationale et très active, avec beaucoup d'expositions sur l'art moderne contemporain, et qui fait des recherches scientifiques, surtout dans le domaine de la conservation, et qui a des relations avec des grands musées internationaux, mais qui est resté à une échelle humaine et qui est tellement bien aimé aussi parce qu'il y a le rapport avec la nature, un rapport très fort, pas seulement par son emplacement, mais aussi que même si on est à l'intérieur du bâtiment, on sent toujours qu'on est aussi dans la nature, pas seulement avec les vues, dans le paysage, mais aussi ce qui est assez unique, c'est ce toit, qui est en fait un toit qui fait rentrer la lumière dans le bâtiment, qui illumine les tableaux et les œuvres d'art, et où la lumière change avec le temps. S'il y a un nuage, on sent ça. Les artistes aiment ce musée parce qu'ils disent que si on met leur art ici, il y a une grande concentration sur l'œuvre. D'avoir un bâtiment qui n'essaie pas de représenter, mais qui essaie surtout de permettre une grande concentration sur l'art. Les Baylor étaient des gens qui, à un très jeune âge, commençaient à s'intéresser à l'art, bien que leurs parents n'étaient pas du tout dans l'art. L'intérêt de Ernst Baylor est venu à travers les livres. Il a travaillé comme assistant dans une librairie d'art et qu'il a repris à un jeune âge. Et puis que petit à petit, il s'est éduqué lui-même, à travers ses relations avec des artistes, des conservateurs de musées, il s'est éduqué et il a commencé à faire des expositions de plus en plus ambitieuses jusqu'à ce qu'il est devenu probablement le marchand le plus important de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, étant marchand d'art, lui a permis d'avoir accès aux meilleurs artistes et œuvres d'art de leur monde, de son temps. Et sur 60 ans, ils ont rassemblé une collection qui est petite en taille, mais très grande en qualité. Et ils sont concentrés sur des artistes qui, pour eux, étaient des artistes qui ont créé des œuvres spécialement fortes. Ils ne voulaient jamais représenter l'histoire d'art. En fait, c'était d'avoir un ensemble d'œuvres que chacune a d'une grande force soi-même. Et puis, Baylor, c'était toujours la qualité d'abord, toujours dans tout ce qu'il faisait. Et
valait mieux avoir qu'une œuvre d'un artiste, mais une des meilleures, que d'avoir des grands groupes, bien que certains artistes avec qui il a eu des rapports personnels très intenses, il était capable de rassembler des groupes d'œuvres qui sont très, très remarquables. D'abord à Picasso, aussi avec Giacometti, avec Klee, avec Lichtenstein, avec Bacon. Et il y avait toujours un pas dans l'histoire. C'est intéressant comment l'art moderne s'est développé, surtout en France. Ça commence avec l'art moderne français, et ensuite ses contemporains qui étaient seulement Giacometti et Bacon, mais aussi les artistes américains. Il était venu avec Mark Rothko, avec Barnett Newman, avec Mark Tobey, un artiste qui est même enterré à côté de lui. Et il est allé dans le contemporain jusqu'à Richter, Baselitz, Kiefer, la peinture allemande d'après-guerre. Alors, comment le marchand d'art qu'est Ernst Beyeler commence-t-il à identifier son désir, son souhait d'être collectionneur? C'est très difficile de dire quand est-ce que ça commence. Oui. Dès le début, ils ont commencé aussi à vivre avec des œuvres d'art chez eux, mais c'est peut-être aussi sa femme, la femme d'Ernst Beyeler, qui avait une influence aussi sur le fait qu'ils sont devenus collectionneurs. Il y a cette anecdote qu'elle racontait parfois. Il y a une œuvre de l'époque des Demoiselles d'Avignon de Picasso, et elle aimait beaucoup cette œuvre, et la galerie avait besoin d'argent pendant un moment, et puis Ernst Beyeler avait pensé à peut-être vendre cette œuvre, et puis il avait fait ses valises, elle les a posées sous le tableau. Elle a dit si le tableau part, je pars aussi. Alors voilà une grande volonté d'être aussi collectionneur. Et un des tableaux fondateurs de la collection, c'est la composition numéro 10 de Kandinsky, où Ernst Beyeler était le premier ou un des premiers tableaux abstraits créés. Et puis c'est un tableau que un jeune galeriste, il avait vendu, il avait racheté, et après il ne voulait plus le revendre. Puis, mais je pense pendant longtemps, vu que les activités de la galerie étaient beaucoup plus connues, peut-être qu'ils étaient plus marchands que collectionneurs, et petit à petit ça a changé. Et il y a Carmen Jiménez, qui était directrice du musée Reina Sofia à Madrid, qui a convaincu les Beyeler que leur collection, en fait, c'est une collection d'importance muséale et qui mérite d'être montrée dans un grand musée. Et je pense quand ils ont vu leur collection à Madrid et ils ont vu les réactions des gens, oui, on a vraiment une collection importante, et c'est là qu'ils ont eu des invitations de musées un peu de partout, et ils ont décidé ensuite de montrer la collection à la Galerie nationale à Berlin et aussi à Sydney. Et l'idée du musée, Ernst Beyeler a dit, est venue petit à petit, c'était pas tout de suite. Et dans les années 80, ils ont créé tout d'abord une fondation pour mettre les œuvres, et ensuite, avec ces expositions de la collection dans les musées internationaux, a eu l'idée peut-être de créer un musée pour leur collection. Et
ils ont eu beaucoup d'offres de musées existants, mais je crois Ernst Beyeler avait aussi des doutes sur la présentation des œuvres dans le musée, et il voulait notamment pas que la collection d'art africain et océanique soit séparée de l'art moderne. Et je crois qu'il a eu la chance qu'avec son grande expérience et avec la fortune qu'ils ont fait, de créer un lieu qui est très particulier, qui a une échelle humaine et qui met en valeur vraiment les œuvres d'art d'une façon dont lui croyait que ça plairait aux gens, parce que pour lui c'était toujours important, et sa femme aussi, de partager l'art avec un grand public. Bien qu'ils connaissaient tous les experts et qu'ils étaient collectionneurs, ils pensaient que l'art appartient à tout le monde et que c'est important de créer un musée où le plus grand public possible a y accès. Je pense que pour ça, ils ont aussi décidé de créer leur musée ici, dans ces communautés où ils ont grandi, dans ce paysage qu'ils connaissaient bien, qu'ils avaient un rapport personnel. Et Ernst Beyeler m'a souvent dit que le plus beau remerciement, c'est en fait de voir comment les gens se sentent bien ici, le plaisir quand ils sortent des musiques, le sourire qu'ils ont sur la bouche. Et puis, je crois qu'ils voulaient juste rendre le plaisir que l'art a donné à eux dans leur vie au public, et de montrer que l'art doit beaucoup à la nature, et que l'homme a besoin de deux, la culture et la nature, et de créer ce lieu qui nous démontre ça. Alors, cette exposition rassemble 150 œuvres parmi les 300 que comporte la collection. Au fil des salles, on s'aperçoit bien entendu d'un parti pris esthétique très fort. Notamment, on est frappé par l'absence des expressionnistes allemands et de certains surréalistes très importants comme Dali, Magritte. Ernst Beyeler avait donc ces partis pris. Pour lui, c'était une forme de postulat importante à soumettre au public. Je pense que c'était aussi des choix personnels. Ernst Beyeler disait: je collectionne des œuvres qui ont fait la preuve qui sont importantes dans l'histoire. Et bien qu'il y a plus de 16 000 œuvres originaux qui sont passées par ses mains, finalement, il a créé un musée qui a ouvert avec une assez petite collection, parce qu'il voulait que les œuvres soient montrées. Je ne croyais pas que ce serait bien d'avoir des grandes réserves avec des œuvres qui ne soient pas montrées. Les choix, bien sûr, le choix était influencé par l'expérience de cette génération, et aussi l'intérêt personnel, qui était tout d'abord la culture française, ensuite l'après-guerre, la culture américaine, et ensuite l'art international contemporain comme on le met maintenant. Et je pense que le choix de ne pas collectionner des artistes, par exemple surréalistes, qu'ils connaissaient bien, ou des artistes de l'expressionnisme allemand, c'était aussi, c'était pas parce qu'on ne pensait pas qu'ils étaient importants, c'était parce que, comme lui voyait l'histoire d'art, quels étaient les artistes qui lui parlaient, c'était plus les artistes français. Il faut jamais oublier que aussi c'était la Suisse, c'était dans cette génération, c'était la Seconde Guerre mondiale, la galerie a été créée juste après, c'était quand même une grande division entre et puis je pense que cette orientation vers la France, c'était aussi une expérience personnelle.
chaque collection a... aucune collection peut tout montrer. Il y a toujours des trous dans une collection. Alors, je crois la force de la collection de Baylor, c'est cette concentration, de ne pas essayer de faire un peu de tout, mais de montrer quand même une cinquantaine des artistes les plus importants de notre temps qui à travers leurs œuvres, racontent quand même les grandes innovations qu'il y a eu dans l'histoire de l'art, dans l'art moderne, et dont Ernst Beyeler croyait qu'il faisait partie des moments plus importants dans l'histoire de l'art à comparer avec la Renaissance. Et il connaissait très bien l'art de cette époque. Il avait un œil excellent, légendaire, et puis il se prenait le temps de réfléchir qu'est-ce qui restera dans le temps. Et puis pour lui, c'était ça. Il m'a aussi souvent dit, si je lui demandais pourquoi tu n'as pas collectionné cet artiste, c'était aussi parce que parfois les meilleures œuvres n'étaient pas accessibles et il préfère de ne pas avoir collectionné un artiste s'il ne pouvait pas avoir accès aux meilleures œuvres. Pendant que certaines œuvres que je lui demande mais pourquoi cette œuvre est dans la collection, par exemple Picasso, au début je ne comprenais pas pourquoi elle était importante. Il a dit au début je n'aime pas trop l'œuvre, mais ça ne s'est pas vendu. Et comme ça, j'ai vécu pendant des années avec ces œuvres et je me suis rendu compte, en passant du temps avec des œuvres d'art, que certains sont très très importants, très forts, mais c'est pas à la première rencontre. Ce qu'on doit à l'œil de Beyeler, c'est justement d'identifier pas seulement des artistes qui sont importants, mais aussi des œuvres clés. Un des grands thèmes de cette collection, c'est bien sûr aussi l'histoire de l'abstraction. Je crois qu'elle raconte très bien. Alors, vous l'avez évoqué brièvement, donc cette exposition reprend le déroulé de l'exposition inaugurale en octobre 1997, à quelques exceptions près, puisque certaines œuvres ne font plus partie de la collection, ont été vendues entre-temps, mais vous avez fait un travail d'archive de fond pour justement reproduire quasi à l'identique la monstration. Et cette monstration révèle précisément la mise en parallèle, vous l'avez également évoqué, d'œuvres d'art africain, océanien, avec des œuvres modernes. Est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu cette propension qu'avait Ernst Beyeler à remettre au jour justement non pas les influences, mais cette espèce de grand torrent artistique qui est la création humaine. Oui, je pense Ernst Beyeler avait un grand univers culturel devant soi, beaucoup d'intérêt, et il s'intéressait notamment à d'où venait l'influence sur les artistes. Et en visitant les artistes et en visitant les collections de cette époque, on voyait que des artistes comme Picasso, Matisse et d'autres s'intéressaient vraiment aux objets d'art d'autres cultures pour rénover justement la nôtre. Et puis si on regarde le bureau d'Ernst Beyeler, c'était un endroit où les choses se mélangeaient entre art européen et art africain, des objets venant de différentes cultures. Et je crois qu'il y a là-dedans, je pense aussi une vision humaine qu'on est, bien que notre culture est différente des autres, il y a, à travers la culture, on est tous humains et on est frères et sœurs. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ne voulaient pas que les œuvres d'art africaines soient séparées, ce qui serait le cas dans beaucoup de musées, des questions institutionnelles. Ernst Beyeler, un de ses meilleurs amis et collègues avec lequel il avait un dialogue pendant des décennies,
c'était Bill Rubin, le directeur du département de la peinture et de la sculpture du Museum of Modern Art à New York. Et lui aussi, il s'intéressait à l'art africain océanique. Et puis, lui aussi, il était un partenaire pour lui pour l'installation de la collection. Et nous, on était justement intéressés à voir comment, quand un musée ouvre, la première installation, surtout dans le musée privé, c'est beaucoup influencé encore par l'œil et la main des collectionneurs, par leurs convictions. Et puis, ça nous intéressait pour voir quel était le choix des œuvres exposées, quels artistes étaient combinés, comment l'art africain océanique à l'époque était. Qu'est-ce que Ernst Beyeler voyait et comment il voyait les relations. Et puis, vu qu'à l'époque c'était très mal documenté, on a fait une recherche justement pour reconstruire à plus près cette installation qui est encore en transition entre privé et public, et puis qui montre encore un regard plus personnel qu'aujourd'hui, c'est un groupe de conservateurs qui s'occupe du musée. Et je pense qu'il y a des belles découvertes là-dedans, même pour nous, que nous connaissons bien la collection, que nous travaillons avec ces œuvres. Et puis, pour voir où on va vers le futur, c'est toujours bien de connaître ses racines et son passé. Alors précisément, est-ce que vous pouvez revenir sur les 20 ans de politique d'exposition qui a été menée au sein de la Fondation, sur les moments les plus intenses, les plus forts, les plus marquants? Il y en a eu beaucoup. Le musée est très vite devenu connu pour la qualité de ses expositions. Et pendant au début, c'était encore beaucoup des expositions thématiques ou des expositions de groupe. De plus, c'est devenu des expositions monographiques sur les grands artistes du XXe siècle qui sont ceux qui ont marqué l'histoire. Et ils ont beaucoup trop à citer, mais je peux peut-être donner quelques exemples. Un des moments où le musée est devenu vraiment très populaire, beaucoup de gens sont venus, c'était une exposition sur en fait les arbres, les arbres dans la peinture moderne. Et en parallèle, Ernst Beyeler avait demandé à Christo et Jeanne-Claude de les inviter à réaliser le projet de Wrapped Trees, des arbres emballés, ici dans le parc et dans le paysage. Une centaine d'arbres, des arbres. Alors, ça montre aussi le grand intérêt de communiquer avec un grand public. Ernst Beyeler avait toujours aussi fait des projets d'art public. Et ça, c'était un moment où il y a un demi-million de personnes qui sont venues pour voir le musée et de découvrir ce travail des Christo. Il y a eu par exemple une exposition sur Calder et Miro, qui était fabuleuse, qui était la première fois que c'était fait de cette façon. Des artistes qui étaient amis et qui sont aussi dans notre collection. Il y a eu une grande exposition Rothko, très important. Et puis chaque année, il y a eu 2 expositions d'art moderne. On fait 2 expositions d'art contemporain, ce qui est surtout quelque chose que dans les derniers 10 ans, on a développé. Avant, il y a eu par exemple Kiefer, une grande exposition, Elspeth Kelly, 2 artistes que Beyeler aimait bien et collectionnait. Et puis les racines de la collection sont chez Cézanne, Monet, Van Gogh. Alors pour ça il y a eu une exposition Cézanne et son influence sur la moderne.
Et là maintenant, on voulait faire la même chose avec Monet. Là, on voulait faire pour les 20 ans une exposition sur Claude Monet. Et on démontrait un peu comment l'artiste arrive aux œuvres qui sont si importantes pour notre collection, qui sont les œuvres qu'il a créées à Giverny, les grands nymphéas qui sont dans la collection Baeyeler. Et puis c'est un peu ça, des expositions de la fin du 19e, des expositions d'art moderne, et ensuite des expositions d'art contemporain. Je pense l'exposition de Richter, qui était une des plus belles faite ici, mais aussi des expositions avec des artistes comme Jeff Koons et des artistes jeunes comme Marlène Dumas ou Jenny Holtz, ou même avec Philippe Arnaud, l'artiste qui a aussi marqué l'histoire de ce musée, comment il a utilisé le musée, qu'il a créé des œuvres sur place. Et puis si on rentre dans le musée aujourd'hui, ou même si on regarde de la salle avec les nymphéas en dehors, on voit un étang, et dans cet étang, il y a une œuvre de Philippe Arnaud, justement créée à l'occasion de son exposition ici. Mais je pourrais continuer à raconter encore une cinquantaine d'autres expositions. Je pense que la programmation de cette année exemplaire montrait un nouveau regard, ou un regard différent sur Claude Monet, un artiste qu'on connaît très bien, mais il y a des aspects dans l'œuvre qu'on connaît un peu moins. De montrer Paul Klee, qui est au cœur de notre collection, dont après Picasso on a le plus d'œuvres, mais Klee et l'abstraction, ce qui est la première fois qu'une rétrospective se fait sur ce thème. Et puis ensuite de montrer une grande exposition avec Wolfgang Tillmans, un artiste contemporain allemand. Et puis ensuite de faire 6 projets avec Tino Segal. Je crois que ça donne une idée du programme de la Fondation. Alors, depuis la disparition d'Ernst Baeyeler, comment est organisée la politique d'acquisition? Oui, ça a radicalement changé. Avant, c'était les fondateurs du musée. Ils ont continué, après l'ouverture du musée, d'acquérir des œuvres pour le musée. Et ils ont fait des donations. Ça s'est arrêté vers la fin de leur vie, parce qu'ils ne voyageaient plus. Et puis, quand les Baeyeler sont malheureusement décédés, le musée devait réfléchir comment continuer. Et heureusement, les Baeyeler avaient laissé ça très ouvert, comment le futur du musée, parce qu'Ernst Baeyeler disait toujours il y a beaucoup d'exemples de collectionneurs qui étaient des hommes très intelligents, mais qui ont pensé qu'ils peuvent contrôler le futur au-delà de leur mort, et puis qu'ils font trop de règles qui ensuite deviennent des problèmes. Et puis, c'est comme ça que le comité du musée a décidé que ce serait le musée qui continue. On a des conservateurs très bien ici. Et puis, on a décidé, dans le domaine de l'art moderne, on ne pourrait pas faire mieux que Ernst Baeyeler. Il a eu 60 ans, il a eu une vie extraordinaire, et toutes ses relations, et des moyens beaucoup plus grands. Alors on a dit, mais on pourrait continuer depuis les années 50. C'est la prochaine exposition qu'on va montrer ici, ça va justement montrer certaines des œuvres qui ont été achetées la dernière décade, et puis qui vont vous montrer les rapports qu'il y a entre l'art contemporain et l'art moderne. Et là, ce sont des artistes, surtout aussi qu'on montre dans nos expositions. Richter, de Chacera, Marlène Dumas, par exemple, Wolfgang Tillmans, etc., où on a acheté des œuvres, et puis d'œuvres importantes, et puis on pouvait en voir certains dans cette exposition-là. Et on continue un peu, en fait, ce dialogue entre histoire et contemporain.
que les contemporains de Beyeler, c'était Picasso et Giacometti et Rothko. Pour nous, ça c'est l'histoire. Et pour lui, l'histoire, c'était Cézanne, Monet et Matisse. Et pour nous, les contemporains, c'est justement les artistes que j'ai mentionnés, qu'on montre. Alors, on ne voulait pas créer un mausolée, mais on voulait que ça reste un musée actif et vivant. Et pour ça, on a besoin d'artistes. Pas seulement qui créent des œuvres, mais aussi qui participent dans la vie du musée, qui créent des expositions, qui sont en conversation avec nos conservateurs, nos restaurateurs, dans la médiatisation du musée. Et, le musée a aussi développé une programmation culturelle importante, des discours avec des artistes, avec des performances, avec des concerts, etc., qui sont souvent au lien avec les expositions de la programmation. Cette politique d'acquisition, en fait, elle continue. On a créé un conseil artistique. Dans ce conseil artistique, Alfred Bachmann, qui dirigeait le centre Georges Pompidou, Udo Kittelmann, qui est le directeur de la Galerie nationale de Berlin, Johann Bahnhof, Nicolas Serota, qui est le président, directeur de la Tate, et Richard Armstrong, qui est le directeur des musées Guggenheim, et Gottfried Böhm, qui est professeur emeritus de l'Université de Bâle et un ami de Hans Beyeler. Et avec le conseil de ces hommes qui ont beaucoup d'expérience, où les conservateurs du musée s'engagent à faire une collection qui est maintenant une collection institutionnelle du musée, mais qui s'ouvre vers le présent. Alors, justement, pour évoquer ce présent, peut-on revenir sur cette célébration des 20 ans qui se déroule en 3 temps, 3 expositions, celle-ci donc est l'exposition inaugurale, puis à venir une exposition sur le présent et le futur à partir de l'automne. Oui, partie des 20 ans, c'est cette trilogie d'exposition avec un retard en arrière, un regard sur l'état des choses où on est, et aussi avec une prospection, une idée du futur. Et justement, la troisième exposition, ce serait de créer des salles d'artistes où la collection Beyeler est en partenariat avec d'autres collections importantes, et comme ça de réunir un groupe important d'œuvres où ce musée pourrait être un des meilleurs lieux au monde pour voir ou découvrir ces artistes. Alors c'est surtout le partenariat avec des autres collections qui avaient déjà commencé dans le temps de Hans Beyeler avec certaines œuvres, mais que ces dernières années, on avait continué, notamment avec la Daros Collection, qui est une collection, une meilleure collection en Europe, mais qui n'a pas son propre lieu d'exposition et qui collabore avec nous, et nous pouvons mettre en vue pour le grand public, ou la collection Antax Marx, qui nous a mis de belles œuvres de Picasso dans ce musée. Et c'est là qu'on va aussi, dans cette exposition, un peu expérimenter comment on pourrait faire ça, et comment aussi dans le futur on pourrait faire des présentations de façon différente, aussi de la présentation classique du White Cube dans le musée. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas seulement les expositions qui font partie des 20 ans, on a aussi dit, faisons un peu nos devoirs, des choses que dans le travail de tous les jours, on n'a pas toujours le temps. Alors,
Par exemple, on fait un nouveau catalogue sur la collection. On fait des grandes recherches aussi sur... on continue à faire recherche de provenance, mettre toute la collection, la digitaliser et de la mettre sur notre site internet, de faire un livre. C'était une grande recherche où ce ne sont pas les historiens d'art qui parlent des œuvres, mais c'est de trouver ce que les artistes ont dit sur leurs œuvres. Alors, ça va sortir pendant cette année. Le nouveau site internet, il est encore en progrès, mais déjà, on voit pas mal avec les images des gens, avec aussi des initiatives pour le public. Par exemple, on invite tous les moins de 25 ans, jusqu'à l'âge de 25 ans, pour rentrer gratuit au musée, parce que ça aussi c'était un vœu de nos fondateurs, un désir que les jeunes commencent à s'intéresser à la culture et aussi à l'art moderne. Et puis, ce qu'on essaie à faire à travers un club, Young Art Club, avec des jeunes, avec un Art Lab. C'est un laboratoire où ce sont des jeunes de 15 à 25 ans qui en fait s'intéressent pour l'art, qui ont ensuite créé eux-mêmes la médiation sur les œuvres pour les visiteurs de leur âge. Alors il y a pas mal d'autres choses qui se passent autour, mais je crois que ces 3 expositions sur la collection sont importantes parce que la collection c'est le cœur, c'est la colonne vertébrale du musée. Et on veut justement utiliser cette occasion pour la mettre en avant. Alors derrière vous se trouve une œuvre tardive d'Edward Kelly. Dans quelles circonstances et pourquoi est-elle entrée dans la collection? Ernst Beyeler et Elspeth Kelly étaient amis, ils se sont beaucoup aimés. Ernst Beyeler a organisé une grande exposition dans ce musée pour le temps que Kelly était déjà très respecté, mais pas encore très connu à un grand public. Et c'est ce temps-là que Ernst Beyeler avait acheté un groupe d'œuvres qui fait que la collection Beyeler maintenant les plus importante en Europe d'œuvres de cette artiste américaine qui forme comme un pont entre l'art français et l'art américain. C'est lui qui est venu tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale à vivre et étudier en France. Et puis, je crois le fait que Ernst Beyeler avait organisé cette exposition lui a permis de choisir des œuvres très fortes. Il a aussi demandé à Elspeth Kelly dans le parc de créer une sculpture pour ce parc. Il y avait déjà une sculpture de Calder, le grand arbre de Calder, et Elspeth Kelly avait créé celle-là. Et Lake, une œuvre, je pense que la relation aussi avec la nature, le paysage, l'eau qui joue un rôle tellement important dans ce musée fait que c'est une œuvre qui n'est pas seulement très belle mais aussi qui a une signification spéciale pour le musée. Cette salle maintenant, ça c'est la seule salle qui n'est pas recréée selon la présentation originale de la collection, mais elle fait référence aux origines de la collection, ce qui était la galerie Beyeler. Et dans la galerie Beyeler, Beyeler avait organisé une série d'expositions
sur les couleurs. Il y avait cette exposition Magic Blue, et puis en fait on a choisi des œuvres de la collection qui font justement référent et on expose là le catalogue. Petite référence aux origines et là on voit ces œuvres de ce musée.